c'est un projet, on va dire, d'intelligence collective globale, qui permet de poser n'importe quel type de question à une sorte d'ordinateur, mais qui est constitué des réseaux de tous les individus, avec des renforcements qui sont faits en fonction de la pertinence de les réponses anciennes de chaque individu. Et l'idée, c'est de dire, par exemple, quelle sera la météo demain. Et il y a cette intelligence collective qui est agrégée, qui ramène les informations, qui est synthétisée, et on obtient une réponse qui dit 76% de cette intelligence-là, du groupe, pense qu'il pleuvra demain. Et les expériences actuelles montrent que c'est extrêmement efficace. Ça marche. Donc cette société a levé 5 millions de dollars en crypto-monnaie, en vendant une monnaie très simple, qui est la réputation. En disant, on va créer un volume de réputation fini dans cet espace collectif, et la monnaie qu'on va échanger, c'est la réputation. C'est de dire, ça marche bien ce que tu m'as dit, tiens, je te donne un jeton de réputation, et toi, et ainsi de suite. L'idée est très simple, elle est phénoménale, personne n'en a parlé, ça peut révolutionner notre rapport au réel, puisque ça veut dire qu'on peut fabriquer une façon collective de penser ensemble, le tout financé par un argent qui est juste... qui va être électronique, j'aime pas le terme de virtuel, c'est parfait. Et ça, je pense qu'il y a peu de politiques qui en sont là, même ceux qui utilisent Twitter. Voilà. Et après, on tombe aussi dans un piège abscon, c'est-à-dire que c'est ce que nous, on demande de plus en plus aux politiques par son mécanisme, par sa gestion induite. C'est-à-dire que, en gros, on va lui demander d'être tranquille, on va lui déléguer le fait que les choses se passent bien à peu près. Pour ça, il va essayer de nous contrôler, il va essayer de dire, dans ce cas-là, ne bougez pas trop, arrêtez de vous secouer dans tous les sens. Et pour ne pas trop nous faire bouger, on va être dans une fabrique de la peur, on va être dans une fabrique... C'est le meilleur contrôle de l'humain, ça, depuis qu'on est dans nos grottes, ça fonctionne très bien. Donc il va y avoir une fabrique de la peur, et puis la peur, ça va un petit peu nous cristalliser. Et on rentre comme ça dans une sorte de piège abscon, c'est-à-dire que on crée des menaces, on crée des peurs, le politique essaye de les contrôler. Si finalement il en oublie d'envisager le futur et simplement de corriger en permanence les petites orientations, c'est ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des crises monétaires qui se préparent et qui ont déjà eu lieu. C'est ce qu'on voit dans justement l'actualité le montre sur nos problèmes de frontières. Oui, on a créé des frontières. C'est sûr qu'il se pose des problèmes de traverser de frontières, le fait d'avoir posé des frontières. Puis c'est nous-mêmes qui avons posé nos frontières. Et ainsi de suite. Mais bon, là, on dérive un petit peu du champ, justement, de notre futur. Alors, je vais essayer d'y revenir, justement. Je crois que si on est honnête avec nous-mêmes, notre futur peut se construire en constatant les erreurs qu'on a pu commettre, justement en segmentant les choses, en mettant des territoires, en mettant des barrières. Ça amène la mémoire, la connaissance de ce qui s'est passé, tirer des enseignements. Bien sûr. Et ça amène aussi, c'était la question que je voulais vous poser, donc on pourra revenir sur ce point. Parce que, quand vous dites il y a l'évolution au niveau cognitif, quand on voit, et vous venez de parler de peur, quand on voit la complexité du monde dans lequel on est, la piste justement transhumaniste, c'est d'aller vers un humain augmenté. Est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution de l'humain tel qu'il est pour augmenter ses capacités cognitives de manière à lui permettre d'avoir la capacité de gérer la complexité, de prendre des décisions et justement de ne pas rester bloqué dans ses peurs et de se permettre de penser le futur? Alors la gestion de la complexité, ça va être un autre sujet, c'est-à-dire qu'il y a des recherches aussi qui sont faites dessus, et on retrouve beaucoup des thématiques actuelles de lâcher prise aussi. C'est quand on essaie de contrôler la complexité, faut voir ça comme une énorme tuyauterie avec des flux dedans, c'est complexe. Si je ferme les robinets pour comprendre par où ça passe, je ne fais qu'augmenter la pression et ça va exploser. Le meilleur moyen, c'est au contraire d'ouvrir le flux, d'écouter et de changer tuyau par tuyau. Évidemment, il y aura des petites gouttes, il y a des petites fuites, mais c'est rien comparé à l'explosion du système général.
On peut, alors, ce terme d'humain augmenté, je vais y revenir parce que c'est vrai que c'est un terme qui est très couramment utilisé dès lors qu'on parle de transhumanisme. Et on va facilement être vu comme des sortes d'eugénistes technoïdes en disant le biologique est obsolète. De toute façon, ça c'est sûr. Il faut qu'on passe au cybernétique et au-delà du cybernétique, qu'on se transforme en machine, qu'on upload nos consciences et comme ça on sera éternel. Et je rajoute youpi. Voilà, Et alors, il y a eu des caricatures, ce type de posture caricaturale, on a pu la trouver en effet chez certains transhumanistes. Nous, c'est vrai qu'à l'AFT, on parle de technoprogressisme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on maintient la notion de progrès collectif par les découvertes technologiques qui sont faites, et on retient aussi beaucoup le terme d'humanisme qu'il y a dans le transhumanisme. Comment est-ce qu'on fait pour finalement continuer à évoluer, comme l'homme a évolué depuis le départ, sans qu'il y ait des catastrophes qui nous arrivent en permanence. Alors, pour y répondre, je dirais que le premier progrès de l'humain augmenté serait une augmentation morale. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est arrêter cette course vers l'avant du contrôle, de la perfection, de la classification, de dire bon, pas bon, et bon en quoi? Et bon à quel moment? Tout dépend de ce que l'on en fait. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, qui va avoir une enfance absolument dorée, ça peut être une catastrophe pour lui parce qu'il n'est pas confronté à la contrariété. Alors qu'un enfant qui aura pu connaître la guerre, ça peut être une opportunité pour lui d'être capable de tout traverser, même s'il a connu des horreurs. On ne peut pas séparer comme ça le bien du mal. Donc par rapport à ces technologies, ce que l'on dit, c'est qu'il faut absolument... il ne faut pas s'empêcher de les faire, parce que la curiosité humaine, et même je rajouterais peut-être l'avidité humaine, font que ça se fera de toute façon. En France, par ce principe de précaution, on va, par exemple, éliminer les recherches sur les cellules souches. Alors oui, on touche à quelque chose de potentiellement énorme. Mais ce potentiellement énorme fait que ça crée un intérêt et que le fait qu'on l'interdise nous fait prendre du retard pour justement rester vigilant, analyser ce qui est fait avec. Un exemple hypothétique, il y a des recherches qui sont faites. Il y a Aubrey de Grey, par exemple, aujourd'hui, qui va travailler sur la réparation. Il lance un projet Kickstarter là-dessus. Je crois que c'est Kickstarter. Enfin, un projet de crowdfunding, en tout cas, de réparation de l'ADN mitochondrial. Est-ce qu'on peut réparer l'ADN qui serait usé? Gros projet, 30 millions de dollars d'investissement. Là encore, petite parenthèse, ça montre que ça ne fonctionne plus par du financement de recherche publique. C'est les gens entre eux qui s'associent en disant ça nous intéresse et on va financer le projet. Donc là encore, le politique fait qu'est-ce qui se passe? Bref, je ferme la parenthèse. Et que si on avance là-dessus et qu'on réussit à réparer l'ADN, je résume un petit peu les 20 ans qui viennent, on a une pilule bleue qui fait que à chaque pilule bleue, on gagne, on va dire, puisqu'il faut le réparer, 15 ans à 20 ans de vie humaine. Bon, imaginons que cette pilule existe. Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit un choix collectif de l'ensemble des individus sur Terre, en ayant une réelle connaissance de ce qui se passe et de ce qui se fait, ou alors on se déresponsabilise, on dit aux politiques « débrouillez-vous, c'est votre affaire, faites vos comités d'éthique, faites votre contrôle, faites vos commissions, nous on ne veut pas s'en soucier ». Et étant dépassé, ça se passera à côté, surtout si en plus c'est interdit, ce sera en plus fait de façon cachée dans des laboratoires secrets ou dans des pays qui vont dire « mais c'est intéressant ça, c'est une piste de contrôle et de manipulation extraordinaire au niveau de la Terre, donc on va le faire et on va l'autoriser », et que dans 25 ans apparaît cette pilule bleue. Elle vaut combien? Ça vaut combien 10 ans d'une vie? On trouvera des personnes pour le payer 10 millions de dollars, 15 millions de dollars. Cette anticipation fait que les fonds vont être versés aujourd'hui pour dissimuler encore plus. Et on rentre dans le fait de ne pas avoir été dès aujourd'hui proactif, d'avoir délégué ça aux politiques, au système, de ne pas s'y être intéressé, de s'y être impliqué, fait qu'on court vers la catastrophe. Et nous, c'est ce qu'on va essayer justement, et c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça qu'on agit, c'est pour ça qu'on communique. On essaye de dire, mais oui, cette pilule, elle va arriver, ce n'est pas un fantasme. Nos connaissances scientifiques nous permettent de dire que la réparation cellulaire, ça peut exister. Il y a une époque où on mourait d'une hémorragie.
Aujourd'hui, on peut réparer une veine, on peut greffer un membre, on peut réparer un membre. Pourquoi est-ce que ça s'arrêterait ? Et c'est là où je prends un petit peu à rebours ceux qui vont attaquer le transhumaniste en disant « Oui, mais alors vous êtes dans une recherche permanente de la perfection et de l'amélioration et de l'humain n'est jamais satisfaisant. » A contrario, vouloir considérer qu'il ne va plus vouloir évoluer, c'est de dire qu'il est déjà dans un état parfait et qu'on considère que l'être humain est dans son état intouchable, parfait et ainsi de suite. Non, moi je considère qu'il faut rester humble par rapport à ça, considérer que l'être humain fait partie complètement d'un écosystème dans lequel il y a, et là encore on va décloisonner, tout un continuum entre le naturel et l'artificiel, le conscient et le non-conscient, le vivant et le non-vivant, et que nous, on a un chemin dedans, et que plus on étendra notre curiosité, plus on sera à même d'anticiper et d'avancer dans le futur, parce qu'on se sera ouvert et pas avoir la compréhension. Si on se ferme les yeux, c'est sûr qu'on va se cogner partout, et on l'a fait depuis le début avec nos certitudes. Donc ça veut dire que ça questionne, c'est un peu l'objectif de la rubrique, d'amener à ce questionnement-là, sur la nature humaine, bien sûr, sur la conscience, oui, sur l'éthique. Et ce que vous dites aussi, c'est qu'en ayant cette curiosité, en allant explorer d'autres champs, plutôt qu'en les évinçant par des points de vue soit idéologiques et ou des points de vue de retrait, de repli ou de crainte, c'est en étant plutôt immergé dans ce qui est en train de se passer que ça facilite la capacité à décider. Mais ça implique quand même, cette curiosité, qu'elle soit aussi éthique. C'est-à-dire que si les personnes qui ont cette curiosité, et on touche là à l'intention et à l'éthique, si on a une intention d'avidité ou de pouvoir, effectivement, c'est là qu'il va y avoir utilisation de la technologie et autres. Mais ce que j'entends que vous dites, c'est que plutôt que d'avoir un débat éthique, mais en méconnaissant totalement les évolutions, qui va faire que les prises de décision vont être sans doute pas adaptées, ou vont créer des niches ailleurs, comme les Chinois qui font le surhomme aussi. On parle que des États-Unis en méconnaissant complètement qu'il y a la Chine qui fait son travail aussi. Donc c'est beaucoup plus ce que vous proposez avec votre association. Essayons de comprendre, de connaître, d'être curieux, et à partir de là, ce sera beaucoup plus facile d'apporter des éléments qui vont faciliter des prises de décision. Et vous dites aussi, ce qu'il faudrait, c'est que les citoyens se réapproprient cette connaissance-là, ou se l'approprient tout court, de manière à pouvoir influer sur les prises de décision politiques. C'est l'idée. On essaye à l'AFT justement de faire évoluer les postures avec notre opinion, qui est que cette notion de technologie va continuer à s'intégrer dans le vivant et dans notre futur. Je vais même faire une petite parenthèse, définissons ce technologique. Technologique, ça ne veut pas dire en boîte avec de l'électronique dedans vendue sur un rayon. Je considère que l'ADN a été la technologie du vivant pour transmettre le plan de construction, et qu'il y ait une forme de capitalisation de la structure du vivant. C'est une technologie. Je vois pas de différence entre carbone, hydrogène, oxygène, azote et silicium ou autre. Là encore, c'est l'homme qui se dit non, alors ça c'est un truc. Alors ça c'est ce qui nous compose, donc c'est un petit peu différent puisque je me sens différent. Ça c'est le reste. Non, là encore, il y a tout un continuum, j'insiste dessus. Et donc, cette posture, c'est de faire évoluer en effet les postures pour faire tomber les peurs, et on voit qu'il y en a énormément. Et après, par rapport à la question d'éthique, je ne peux pas y répondre de façon globale tout de suite, en disant quel est le bon choix éthique. Parce que la question se pose au moment où on est face à la découverte. Pour prendre l'exemple dont je parlais tout à l'heure, qui est simple, imaginons cette pilule qui rajoute 10 ans de vie. Est-ce qu'on doit l'autoriser ou non? Alors je me souviens d'une conférence que je faisais où je parlais de ce sujet-là. Je me fais interrompre par une personne dans le public qui me dit « mais de toute façon, votre technologie, là, votre solution pour allonger la vie, ça ne peut pas exister. » Je dis « ah bon, pourquoi ?»« Ah bah, qui payera les retraites ?» Et ça m'a amusé parce que très souvent, on réfléchit aux évolutions technologiques, toutes choses égales par ailleurs. Et en effet... Puis avec les cadres de ce qu'on connaît. Exactement. Ça veut dire que cette éthique de « est-ce qu'on peut autoriser une pilule qui allongerait 10 ans de la vie ?» se fait en intégrant l'évolution que ça va intégrer, que ça va créer dans le monde, de qui y a accès,
combien ça coûte? Est-ce que tout le monde va le faire? Mais plutôt que d'être comme des grands naïfs et de voir ça apparaître un jour sur une sorte de marché parallèle, est-ce qu'il ne vaut pas mieux commencer à se poser des questions aujourd'hui? Parce que ça va définir notre rapport à la vie, notre rapport au monde, notre rapport...